Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Cet épisode est la suite d'un échange initié dans un épisode précédent que je vous recommande d'écouter avant de débuter celui-ci. Embarquez avec nous dans la suite de cette discussion pour en apprendre plus sur ce sujet passionnant. On va se concentrer maintenant sur la partie bar à jeu, puis après on parlera des salles de défi. Ouais. Du coup, sur cette partie-là, qu'est-ce qui participe selon toi à une expérience utilisateur mémorable? Si on prend un peu de hauteur, maintenant avec le recul de 3 ans, etc. Je sais pas si dans la partie bar à jeu tu dissocies toi la cuisine. Mais non, ça rentre dedans, ouais. Bar, du coup, le bar et le jeu. Vraiment. Clairement, nous, le premier truc, d'où le sous-titre, tire-toi une bûche, cuisine et bar à jeu, c'est. Nous, on met beaucoup l'accent sur la cuisine, c'est-à-dire que souvent dans les bars à jeu, nous, on trouvait ça assez décevant d'y aller et puis finalement d'avoir soit une planche de charcuterie, soit une planche de fromage, soit une planche mixte, tu vois, en choix, quoi. Et on s'est toujours demandé, mais pourquoi tu peux pas bien manger, tu vois, alors que t'as envie d'être dans un bar à jeu, quoi. Et du coup, c'est ça qu'on a voulu créer. Donc là, vraiment, c'est des vrais plats cuisinés qui arrivent en bol pour que tu puisses les avoir à côté de toi, même en jouant. Mais c'est quand même des vrais plats cuisinés, donc des vrais tapas, des portions à partager ou pas, en fonction de ce que tu fais. Et c'est un truc, ça, je pense, qui crée vraiment une expérience particulière, tu vois, par rapport à peut-être d'autres bars à jeu. Et du coup, c'est un truc qui plaît beaucoup, ça. C'est un truc qui plaît beaucoup. Et après, on a beaucoup travaillé aussi sur l'originalité de nos cocktails. Donc on a beaucoup de cocktails création, quoi, qui sont créés par nos barmen. Et qui sont liés souvent aussi à l'expérience ludique du lieu. Tu vois, t'as certains cocktails que si tu les commandes, on t'amène des objets qui font partie d'une enquête globale du bar. Et c'est des objets à décrypter. Donc c'est comme une enquête avec un fil rouge. Okay. Et si tu commandes notre cocktail ou un mocktail, bien sûr, on fait aussi des versions sans alcool, tu peux continuer cette enquête-là avec d'autres objets à décrypter, des nouvelles énigmes et tout ça. Okay. Donc du coup, c'est aussi en faisant des fusions un peu entre les différents concepts que je trouve qu'on crée l'expérience globale. Donc il y a ce côté-là entre le bar et les jeux, mais il y a aussi, par exemple, on organise aussi les cuisines. C'est des quiz avec la cuisine. Donc en gros, la cuisine nous prépare des petites bouchées, tout ça, et puis on organise un quiz blind test de dégustation. Tu dois trouver l'ingrédient secret de telle petite bouchée, ou de telle mousse, ou de tel truc. Et du coup, c'est toujours, on essaie de mixer chaque partie du lieu, chaque partie du bar avec les autres. Du coup, animation, cuisine, bar, tout ça, quoi. Et après, on a travaillé beaucoup sur le local, donc toutes nos bières, par exemple, sont locales. Elles viennent toutes de moins de 150 km autour de Lyon. En même temps, c'est facile parce qu'il y a plein de brasseries, effectivement, dans le coin, de bières sympas, quoi. Mais voilà, donc on a 8 becs avec des becs tournants, avec des nouvelles bières, des bières du moment et tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a travaillé. Pareil pour le vin. Et du coup, c'est des choses qu'on travaille un peu au quotidien, la carte et le sourcing, où est-ce qu'on trouve les produits, même en cuisine, où est-ce qu'ils s'approvisionnent et tout. Et du coup, ça c'est aussi important, je pense, aujourd'hui, quoi, dans un lieu bar, ou même restaurant, d'essayer de faire ce travail-là, c'est le minimum, je trouve, qu'on peut faire, tu vois, surtout qu'à Lyon, c'est faisable, quoi. Ouais. Dans les grandes villes, même partout, je pense, mais bon, là, il y a plein de distributeurs qui te permettent de faire ça facilement, sans trop te prendre la tête non plus à aller voir tous les producteurs un par un, tout ça, quoi. Donc ça c'est aussi un truc qu'on a travaillé. Et puis après, c'est aussi dans l'ambiance du service, quoi. Comme on disait tout à l'heure, quoi, l'équipe, la manière de présenter les plats, ou même le concept et tout, la manière d'interagir avec les gens, d'être enrageant, tout ça, d'être sympa. Enfin, je pense que c'est tout un truc où tu le sens direct quand tu arrives, et du coup c'est agréable, quoi. Les gens sont pas absents, quoi. Le serveur ou la serveuse, quand elle passe autour des tables pour proposer des produits,
c'est pas des gens qui sont bloqués derrière le bar. Tu vois, le fait aussi de ne pas faire la commande au bar, bon, qui était clairement nécessaire pour nous, parce que nous on est un bar à jeux, donc où les gens sont en train de faire des jeux. Ouais. Donc ils vont pas aller faire la queue au bar pendant 15 minutes pour aller prendre leur bière et laisser le jeu en plan, tu vois. Donc c'était sûr qu'on allait faire de la commande aux tables, mais je trouve que la commande aux tables, ça rajoute aussi un truc où t'es plus investi, quoi. T'es un peu plus présent, tu passes aux tables, alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir, ce que vous en êtes, ça se passe bien le jeu, enfin, il y a tout un truc où c'est moins impersonnel. Ouais. Je trouve que la commande au bar, la personne derrière le bar, bon, une bière, merci, au revoir, tout, tu payes, tu prends ta bière, tu vas te rasseoir à ta table. En fait, tu vis ton expérience entre toi et tes potes, ou toi et ta famille, mais par contre, tu vis pas avec les gens du bar, c'est eux, ils sont là pour travailler derrière le bar, et t'as le bar qui fait la distance, tu vois. Ouais. Alors que là, il y a toujours un serveur ou une serveuse qui passe dans les tables et qui fait le lien, je trouve, okay. avec le bar, quoi. Donc ouais, voilà, ça c'est ce à quoi je peux penser. Ouais, donc vraiment ce côté finalement lien social que tu crées avec, entre les clients et les gens qui travaillent dans le bar, que ce soit à la fois les animateurs et les serveurs. Ouais, et l'interconnexion entre les différents concepts. Ouais. Et puis, ça. Ouais. Et le côté aussi, ce que tu disais au début, finalement le goût, le fait d'avoir des bons plats. Ouais, c'est ça. Et des jolis plats aussi. Des trucs qui ont un côté un peu esthétique, que ce soit pour les cocktails ou pour les plats. Nous, on n'a jamais voulu, pareil, parce qu'il y a plein de concepts de bar à jeux et de café ludique. Notamment, il y a un des concepts, c'est de faire payer à l'heure, sauf si tu payes chaque heure pour rester le temps que tu restes, quoi. Okay. Ou alors tu consommes chaque heure, quoi, un truc. Mais nous, on n'a jamais voulu faire ça, mais par contre, on s'est dit que proposer des jolies choses, tu vois, des choses qui donnent envie, eh bien, ça va pallier à ce truc-là qui, effectivement, est un petit problème du fonctionnement des bars à jeux, c'est que, typiquement, tous humains, donc quand tu es en train de jouer à un jeu, tu es absorbé par ton jeu, effectivement, t'es pas en train de recommander des boissons, des tapas et tout, quoi. T'es en train de jouer, quoi. Ouais. Et du coup, effectivement, il y a moins de consommation dans un bar à jeux que dans un bar ou un resto normal. Ça, c'est normal, mais bon, c'est le principe du truc, quoi. Et du coup, il faut arriver à pallier à ça, quoi. Et du coup, nous, la manière dont on incite un peu à la consommation de tapas, tu vois, de produits, c'est parce que c'est joli aussi, quoi. Donc les gens qui n'avaient pas forcément prévu de manger chez nous, ou alors, tu vois, qui avaient un peu grignoté avant, mais qui doutaient un petit peu sur est-ce qu'ils allaient prendre à manger ou pas, et ben, quand ils voient passer les plateaux avec les tapas, que c'est très joli, que c'est très beau visuellement, je trouve que ça joue sur l'envie, tu vois, et du coup il n'y a pas besoin de, je trouve, d'amender les gens, quoi, de dire ben voilà, vous n'avez pas consommé, faites-le, en fait. Non, tu consommes si tu veux, et puis il y a des tables qui consomment pas, et puis c'est comme ça, genre, ce soir ils passent une soirée juste à jouer, à prendre une limonade, et c'est tout, quoi. Mais ça c'est la vie, et puis ça arrivera toujours, mais c'est bien normal. Mais du coup, je trouve que le donner envie, c'est stratégique. C'est un peu aussi ça qui sauve aussi le principe du lieu, quoi. Ouais. Ok, donc travail sur l'esthétique. Certains cocktails, on a des cocktails avec de la mousse de prosecco, donc visuellement c'est très beau, on dirait une chantilly. On a des cocktails avec de la fumée aromatisée, tu vois, au romarin, donc les cocktails fument, tu vois. Enfin, il y a même les cocktails, tu vois, tu peux t'amuser, ou les mocktails, je veux dire, même sans alcool, tu peux t'amuser à faire des choses esthétiquement chouettes, quoi, qui te donnent envie. Tu vois passer ça, tu dis, ah putain, j'avais pas envie de prendre un mocktail, tu vois, mais je vais prendre ça, quoi. Je me souviens la dernière fois qu'on est venu, je crois qu'on avait réservé trop tard, c'était un samedi, et il fallait qu'on parte, je sais plus si c'était 19h ou 19h30, mais en gros il y avait un groupe qui arrivait après, quoi. Okay. Et du coup on n'avait pas prévu de manger là, et en fait sur les coups de 18h45 on a vu les tapas qui commençaient à arriver là. Ah oui. Et on s'est dit non en fait vas-y tu peux m'en servir vite fait là 2-3 parce que on va aller manger vite, t'inquiète. Ça donnait trop envie en fait. C'est ça, c'est clair. Ça fait partie du truc, quoi, je trouve. Pour que l'expérience soit complète, que ce soit joli, beau, sympa. Ouais. Ok. Et alors du coup, on en a déjà parlé un petit peu, mais sur la partie, surtout au début, soft opening, comment aujourd'hui vous évaluez la qualité de l'expérience utilisateur ? Vraiment, comme je disais au début, pour
la valorisation du travail tous les jours un peu avec le retour des gens. Mais déjà, il y a le retour de base des gens au quotidien, quoi. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé, on le sait de suite parce qu'on règle le truc instantanément. Ouais. Et quand ça s'est bien passé, les gens nous le disent aussi, quoi. C'est aussi agréable, quoi. Quand ils viennent finir leur soirée, tu vois, mais qui nous fassent le retour de... Mais on l'évalue comme ça. Après, on est toujours, nous, en train de se remettre en question. On a une réunion d'équipe toutes les semaines maintenant, de 2 heures, où vraiment tout le monde se retrouve autour de la table. Nous, on a des réunions de co-gérance toutes les semaines pour la gestion courante du lieu. Et puis après, on a des réunions très spécifiques par pôle. Donc moi, j'ai une réunion d'animation toutes les semaines aussi, pour remettre en question l'animation, faire de la veille ludique, trouver les nouveaux jeux qui rentrent dans le bar ou pas. Il y a des réunions serveurs, tu vois, il y a des réunions avec la cuisine, il y a des réunions... donc en fait, c'est aussi des trucs où dans nos pratiques, on fait évoluer les choses, tu vois, quand on... Puis c'est toujours ça, je pense qu'on est tous dans l'équipe parce qu'on a tous envie de... On n'est pas tous hyper actifs, mais on a tous envie de faire de nouvelles choses. À chaque fois, il y a des nouveaux projets, du coup, ça fait un renouvellement permanent, quoi. Ouais. Et je sais qu'il y avait une phrase qui paraît que les parents d'Alex nous avaient dit il faut toujours penser à vous renouveler, quoi, tu vois, toujours faire des nouvelles choses, parce que ça veut dire que votre lieu est vivant, quoi. Quand tu commences à tourner un peu sur des habitudes et que tu fais les mêmes choses, ça veut dire que ton lieu il est en train de péricliter. C'est-à-dire que pour un lieu d'accueil de public et un lieu de divertissement, c'est clairement toujours ça la règle, tu vois. Essayer de toujours surprendre, surtout dans des villes comme Lyon qui sont des grosses villes où il y a 1000 lieux, tu vois, il y a 1000 concepts, 1000 trucs. Toi, t'as intérêt à pas un peu t'endormir sur tes lauriers, quoi. Ouais. Donc, autant au niveau de la cuisine qu'au niveau du bar, qu'au niveau de l'animation, de toujours rester alerte, quoi, sur des nouvelles choses. Donc nous-mêmes, on se fait proactivement ce travail-là. Et puis après, il y a un peu les clients, quoi. Ça fait vachement écho. Je sais pas si tu sais, la dernière interview que j'ai faite, c'était avec Nadine Ravel, donc chercheuse en neurosciences sur la mémoire. Et je lui ai posé plein de questions sur qu'est-ce qui peut rendre une expérience mémorable finalement. Et une des choses qu'elle m'a dit qui est importante, c'est le côté nouveauté. Notre cerveau est un détecteur de nouveauté. Toi-même tu sais. Et du coup ce côté se renouveler. Alors Tire-toi une bûche, il y a la nouveauté la première fois que tu y vas, parce que c'est un lieu un peu insolite, où t'en as pas forcément d'autres comme ça sur Lyon. Mais une fois que tu le connais, d'avoir toujours cette nouveauté justement t'as des nouveaux jeux, t'as des nouvelles animations, t'as des nouvelles choses, des choses qui évoluent. Effectivement, après, ça doit participer au fait que les gens continuent de revenir, quoi. Ouais, c'est clair, il y a la nouveauté qui prime pas mal, et puis il y a aussi cet effet je trouve, de la familiarité aussi, c'est pas incompatible, je trouve, mais c'est de se sentir bien dans un lieu, avoir des souvenirs communs, tu vois, avec le lieu, avoir des expériences dans celui-là, et du coup ça te permet de le rendre aussi mémorable, quoi. Ouais. Donc t'as vraiment les deux côtés, quoi. Donc nous on essaie effectivement de toujours surprendre un peu les gens avec des nouveaux événements, des nouvelles choses, des nouveaux cocktails, des nouveaux tapas, tout ça. Et aussi des nouvelles salles de défi, tu vois. Par exemple, récemment, tu vois, cette année on n'a pas changé le matériel, mais par contre on a changé le gameplay. Donc on a changé la manière dont tu interagissais à l'intérieur de la salle, donc les jeux sont nouveaux. Okay. Donc il y a des jeux que tu peux jouer maintenant en compétition entre les gens qui jouent dans la salle. Et puis et cette évolution permanente là, tu vois, elle crée effectivement l'envie de revenir, quoi, pour retester. Tu dis oui, c'est bon, ce truc qui existe depuis 3 ans, c'est pareil, ils ont les mêmes jeux, bon voilà, c'est... Et sur la partie bar à jeux ou animation, est-ce que tu peux nous donner des exemples de choses que vous avez fait évoluer au fil de ces 3 années ? Ouais, en jeu, ça évolue en permanence, parce que toutes les semaines on rajoute des nouveaux jeux, tu vois, à notre ludothèque. Okay. Donc il y a de plus en plus de jeux et des nouveautés qui sortent, des trucs qui nous ont bien plu. Nous on va au festival des jeux, donc que ce soit le festival de Cannes des jeux de société ou le festival de Vichy des jeux de société, ça nous permet de faire un peu de la veille ludique, c'est-à-dire d'aller voir un peu les prochaines sorties des éditeurs, les tester avant leur sortie, pour pouvoir après plus tard peut-être les mettre dans le bar. Et donc on a ce truc là qui évolue de toute façon en permanence. Et puis côté événements aussi, on a des nouveaux événements qui évoluent, quoi. Au-delà des blind tests, des quiz et tout, on a des événements de vulgarisation scientifique, on a des événements d'enquête, là on est en train
avec l'équipe d'animation aussi de créer une sorte de murder party, donc à voir comment ça évolue, à voir comment on la met en place, mais à chaque fois on essaie de se lancer dans des nouveaux projets, quoi. Et côté du bar, il y a vraiment la création de cocktails et de mocktails, ça c'est sûr. Et ce principe-là est toujours alerte, tu vois, sur des produits un peu sympas, des trucs locaux. Bon, tu vois, la bière du moment, tu vois, change en fonction des saisons, en fonction de... Tu vois, au printemps, on va plus en prendre un truc un peu plus fruité, tu vois, plutôt en hiver, on va prendre plutôt un truc... Ah, c'est intéressant ça, ouais. cette notion de saisonnalité, Ouais, c'est quelque chose que j'ai... Pour le bar, pour le bar à fond, il y a une notion de saisonnalité, pour la cuisine aussi, bien entendu, ça c'est sûr. Et du coup, surtout quand tu travailles en local, quoi, c'était un peu obligé, quoi. Ouais. Et du coup, ça te donne aussi des contraintes pour créer, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment la contrainte de c'est cette saison-là, il y a tel légume, tel fruit. Mais du coup, après, dans cette contrainte-là, par contre, tu peux exprimer toute ta créativité. C'est bon, ok, comment on va pas faire comme l'année dernière, comment on réimagine travailler ce produit-là et tout ça, quoi. Et au-delà de la nourriture et de la boisson, sur la saisonnalité, est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu observer ou même intellectualiser sur en hiver, enfin en décembre et en juin, c'est pas les mêmes clients, ils ont peut-être pas les mêmes envies, enfin je sais pas. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a déjà une saisonnalité forte de fin d'année, octobre, novembre, décembre. Là, on va rentrer dans la période intense pour les barrageux de Lyon, parce que il fait moins beau, donc t'as moins envie d'aller en terrasse. Par contre, t'as effectivement envie de sortir et d'aller peut-être jouer à un jeu de société dans un bar, et du coup, clairement, c'est la meilleure période pour les barrageux. Donc, c'est vraiment des grosses soirées, quoi. Il y a beaucoup de monde qui réserve. Et aussi, se rajoute à ça des périodes de Noël où en entreprise, tu vois, tu cherches un peu des bars à concept où tu sors, tu fais la fête de Noël de l'entreprise dans tel ou tel lieu et tout. Et nous, on est pas mal un lieu pour ça, quoi. On est un lieu qui a l'habitude d'accueillir des entreprises et qui tu vois, on privatise, tu vois, la mezzanine en haut. T'as les salles de défi qui font un petit peu, qui font quand même un truc en plus que juste le jeu de société, mais aussi t'as le jeu de société qui est là, quoi. Donc en fait, c'est un peu une période très intense, et du coup clairement il y a une saisonnalité où nous on a ces 3 mois là très intenses, et après l'été, tu vois, c'est plus calme parce que l'été il y a les terrasses qui ressortent, et effectivement c'est normal, t'as peut-être plus envie d'aller sur les quais que dans un barrage, même si nous on a une terrasse à l'extérieur qui est grande et tout. C'est deux clientèles différentes, tu vois. Vraiment l'hiver, les gens viennent vraiment pour jouer, vraiment, puis pour manger et boire bien sûr, mais vraiment jouer. Et l'été, c'est plus, tu vois, ils viennent plus profiter des tapas. C'est les gens qui viennent juste pour manger et boire un verre. Et les animateurs passent à leur table pour leur proposer des jeux, bien sûr, mais tu vois, ils disent non, c'est bon, ce soir on va juste manger et boire. Ça, c'est plus des profils qu'on voit l'été, tu vois, l'été au printemps. Donc il y a vraiment un peu... Et comment vous adaptez, vous, à cette différence-là ? Est-ce que vous mettez des choses en place pour... Ouais, c'est-à-dire que ce qui est assez stable, c'est... entre les saisons, c'est les salles de défi. C'est-à-dire que c'est assez proportionnel au nombre de gens qu'on accueille le soir même. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens, il y aura beaucoup de salles de défi, ainsi de suite. Mais par contre, pour l'animation, par exemple, on a effectivement beaucoup plus de jeux d'ambiance, de jeux faciles à sortir, de petits jeux d'apéro et tout. Et donc en fait, on a un peu créé un peu toute cette partie de jeu où que tu peux proposer à table, même si les gens ne veulent pas jouer directement parce qu'ils s'imaginent un espèce de gros jeu de plateau, un truc et tout. Et on a plein de jeux à proposer qui se jouent facilement, des petits jeux de cartes, des jeux qui finalement sont hyper accessibles, même en mangeant, même si t'as que 5 minutes, même si tu restes pas longtemps. Et du coup, on peut répondre à cette envie-là, tu vois, aussi. Non, mais juste un truc tranquille, ou même un truc où on se pose des questions, ou un truc pour se connaître, tu vois. Et du coup, on a ces jeux-là, quoi. Ce qui permet de s'adapter un peu à tous les profils, tu vois, toutes les demandes. On a aussi des tables qui veulent des gros jeux, et puis on a quelques gros jeux, quoi, même si effectivement c'est pas la majeure partie de notre ludothèque. Dans gros jeux, j'entends parler des jeux qui vont durer, tu vois, 2 heures, plus des jeux de stratégie, des trucs... Des risques. Ouais, par exemple, tu vois. Mais c'est plus rare, tu vois. C'est plus rare. Parce que nous, on est vraiment aussi un barrage festif, donc effectivement, c'est pas
Si tu viens un soir calme, effectivement, c'est calme, mais si tu viens un soir normal, ben, il y a des gens à côté de toi qui vont rigoler parce qu'ils sont en train de faire un top 10 ou un autre jeu, tu vois, d'ambiance. Et du coup, c'est sûr que si toi, tu as envie de te concentrer, faire une partie d'échecs au calme et tout, c'est pas parfait, quoi. Du coup, mais bon, ça fait partie du truc, quoi. Ça te permet aussi d'accueillir tout le monde. Je trouve qu'on joue, avec Terre Bulle, je trouve que moi, ce qui me plaît bien aussi, c'est qu'on joue aussi le rôle d'amener parfois au jeu des tables qui seraient jamais venues pour ça. Et du coup, finalement, peut-être le rôle que moi je donnerais au bar à jeu, c'est ça, c'est aussi de populariser, tu vois, le jeu de société, de faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre et qu'il soit un peu dans tous les foyers, quoi, tu vois, parce que c'est un truc qui est tellement chouette comme outil, tu vois, de rencontre et d'apprentissage, même si tu veux, donc que c'est, ou comme outil social, quoi, que c'est génial s'il est connu du plus grand nombre. Et du coup, nous, clairement, je trouve que parfois il y a des gens qui viennent pour notre nourriture, pour le bar, et qu'on arrive à convertir, si tu veux, aux jeux de société avec des jeux simples, des jeux accessibles et tout ça, et puis finalement après qu'ils reviennent avec leur famille pour jouer aux jeux de société. Donc finalement il y a ce rôle là aussi qui est inclus dans le concept. Ok. Ouais, tu dirais que c'est une stratégie ou en tout cas un parti pris de Tire-toi une bûche, d'être plus sur du jeu d'ambiance. Ouais, c'est un parti pris, notamment pour ça, ce que je disais, c'est pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et puis aussi parce que nous on a des animateurs dédiés, tu vois, aux tables et tout, mais qui sont là aussi pour que toute la table passe au bon moment, tu vois. Parfois du coup souvent c'est ces jeux là qui sortent en fait, parce que il y a parfois à la table une ou deux personnes qui ont envie de se lancer dans un gros jeu de stratégie, et finalement tu sens que il est 3-4 autres pas vraiment, et tu vois, et parfois on a fait les erreurs au tout début, tu vois, de lancer des jeux sur de pas faire confiance, tu vois, au ressenti qu'on avait de la table, et de lancer des jeux en animation qui nous étaient demandés par une personne qui était un peu leader à la table, et finalement en fait la plupart des gens avaient passé pas une super soirée, parce qu'ils se disaient c'était hyper long, en fait, voilà. J'ai mis 20 minutes à comprendre les règles. Maintenant on a un peu des techniques d'animation, et je trouve que c'est vraiment ton rôle d'animateur de faire ça, c'est tu ressens un peu l'ambiance de la table, et tu sans tordre le bras bien sûr à la personne, s'ils veulent absolument jouer à ça, c'est ça qui va se passer, il n'y a pas de souci. Mais par contre en proposant, en disant pas de souci, ce jeu là je peux vous présenter en deuxième temps, par contre en premier temps là on a une nouveauté qui est rentrée, c'est ça, c'est très facile à mettre en place, démarrer par ça, tu vois, et puis finalement les gens ils sont dans un temps de divertissement, donc ils sont contents aussi que tu leur proposes des choses, et c'est pour ça que nous il y a des gens qui viennent au table pour ça, et ben du coup ils découvrent un nouveau jeu aussi, et tout le monde à la table découvre ce jeu, et c'est un jeu qui démarre bien la soirée, quoi. Et donc même si par la suite après il se lance dans ce jeu de stratégie qu'il voulait absolument, et que finalement tu vois, le souvenir de la soirée aura pas été complètement négatif si jamais il y a 2-3 personnes qui souffrent de ce jeu. D'ailleurs je me souviens d'une fois où on était venus, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais l'animateur nous avait dit qu'il se mettait un peu le défi de nous faire découvrir un jeu qu'on connaissait pas. Ouais. C'est une des règles entre guillemets. C'est un peu une des règles qu'on se met maintenant, tu vois, en animation, qui marche aussi, quoi. Du coup, ça contribue à cet effet de nouveauté déjà. C'est ça. En fait, souvent les Tire-toi une bûche, il y a quelqu'un qui connaît le lieu et qui ramène des gens qui ne connaissent pas le lieu. Du coup, cette personne qui connaît le lieu, souvent, elle a déjà joué à pas mal de jeux de société, et du coup on se donne quand même la contrainte de lui faire découvrir un nouveau jeu. Du coup c'est pour ça que chaque semaine il y a des nouveaux jeux qui rentrent, et puis oui, c'est le temps que tu aies fait vraiment les 450 jeux du bar, il y a un peu de temps, quoi. Du coup c'est aussi un truc qui est sympa pour la personne qui connaît effectivement le concept et tout. Tu as quand même cet effet de nouveauté là aussi quand même pour cette personne là, quoi. Cool. On va parler un peu des salles de défi maintenant. On l'a évoqué vite fait, mais on va rentrer un peu dans le vif du sujet de comment vous les avez créés déjà. Parce que c'est quelque chose d'un peu à part. Tu as évoqué le fait que la première fois, vous avez fait appel à une société qui vous a aidé. Tu peux nous raconter un peu ? Ouais, donc on a pas mal commencé un brainstorming juste nous trois
sur ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans. On a vraiment le truc en 3 étapes, genre si on avait dans l'idéal, quoi, tu vois, sans se soucier des moyens, des possibilités, dans l'idéal, qu'est-ce qu'on voudrait. Après, essayer d'identifier toutes les limites possibles, donc effectivement financières, tout ça, tout ça. Et puis après, essayer de trouver des solutions. Du coup, on avait convergé déjà vers un peu 2 des 3 concepts qu'on a maintenant aujourd'hui. Et puis après, en travaillant du coup avec cette boîte-là qui a co-créé les salles avec nous, et ben eux sont arrivés avec leur expertise, leur expérience, tu vois, de l'escape game et des jeux comme ça qu'ils avaient l'habitude de créer et de scénariser. Et du coup, on a confronté nos idées, puis on a convergé vers des gameplays, des manières de jouer qui sont fun, même si ça dure que 15 minutes, tu vois. Parce que pour eux aussi, hein, ils ont participé beaucoup à la réflexion, mais c'était aussi un peu un prototypage pour eux parce qu'ils n'avaient jamais fait ça. Du coup, on a vraiment travaillé en concertation. Et puis en faisant des allers-retours, en testant les salles. Donc ils avaient quelques prototypes chez eux quand ils commençaient à travailler sur les salles, que nous on a pu tester, que eux ont pu tester en interne, que eux ont pu faire tester aussi en interne avec des collègues à eux. Et puis comme ça, on a convergé vers ce que les salles sont aujourd'hui. Et cette année, tu vois, on les a fait changer, le gameplay, mais les salles restent identiques au niveau du matériel, mais vraiment on a notamment demandé aux clients, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, aux clients un peu qui connaissent les salles de défi, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir un peu de nouveau dans les salles de défi, donc une sorte de boîte à idées, quoi. Et dans cette boîte à idées là, on a sorti les idées des gens. J'ai fait la même chose avec tous mes animateurs, c'est-à-dire que tous les animateurs de Tire-toi une bûche ont proposé des idées d'amélioration des salles, parce que c'est eux qui les connaissent mieux aussi. Et puis ensuite, nous, en co-gérance... Donc, juste de manière individuelle, chacun a noté ses idées. Ouais, c'est ça. Puis j'avais demandé à tout le monde de préparer un peu ça avant la réunion, puis à la réunion, on a tous confronté nos idées et j'ai tout noté. Du coup, j'avais une sorte pour chacune des 3 salles, de plein d'idées d'amélioration. Et ensuite, avec tous les co-gérants et la personne qui travaille avec nous maintenant sur les salles de défi, qui est le développeur un peu du logiciel des salles de défi et tout, et qui est du coup l'expert, lui, de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Et puis on a confronté chaque idée avec les possibilités. Et puis on a rassemblé ce qui nous semblait le plus pertinent, le plus faisable, dans le temps imparti, quoi. Et puis du coup on a modifié chaque salle l'une après l'autre là-dessus, quoi. Et à chaque fois qu'il y a eu une modification, effectivement, on a toujours une semaine de test où les gens, en fait, on leur demande directement à la fin de la salle leur retour sur ce qu'ils ont trouvé. Ça c'était trop long, ça c'est pas trop long. Et du coup, on affine un petit peu l'expérience client, mais ça c'est plus sur des questions de timing. Genre ce qu'il faut faire dans la salle va pas changer de dingue, mais par contre, c'est juste là la pause est trop courte ou trop longue, tu vois, ou là, bon, ce qu'elle dit, elle le répète, c'est parce que la voix explique les règles dans la salle de défi. Mais là, c'est trop court, j'ai pas compris. Voilà. Du coup, on modifie ça. C'est plus. C'est le dernier truc qu'on fait, puis ensuite la salle est utilisée normalement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, ce changement de gameplay, l'origine de ce changement, c'est quoi ? C'est que c'est né de nous, notre envie. Ça faisait 2 ans que les salles elles tournaient sur ces gameplays là, et on avait envie. Il y avait aussi des gens qui nous demandaient que les salles soient compétitives, c'est-à-dire que tu puisses jouer à l'intérieur à 4 mais pas en coopération, en compétition les uns contre les autres, ou 2 contre 2, enfin voilà. Et du coup on s'est dit c'est pas une mauvaise idée, du coup il faudrait complètement changer le jeu parce que le jeu est pas fait pour ça. Et du coup on commençait à imaginer comment changer le jeu pour le rendre compétitif. On s'est dit il y a aussi dans le jeu coopératif des trucs qui nous allaient pas, ou qu'on trouvait un peu rébarbatif, et qu'on voulait un peu dynamiser, tu vois. Et du coup on s'est dit tant qu'à faire, tant qu'à changer que ce soit, on a lancé ça. Et ça collait avec aussi une problématique là purement technique, c'est-à-dire que le logiciel qu'on utilisait avant pour gérer les salles de défi, il y avait plein de problématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros on voulait en changer, et du coup il fallait tout recoder ailleurs, et du coup tant qu'à tout recoder ailleurs, autant aussi pareil changer le jeu et tout ça, quoi, et l'améliorer. Du coup c'est ce qu'on a fait pour chaque salle. Du coup de toute façon il aurait tout fallu recoder sur notre langage, notre logiciel, du coup autant en profiter pour améliorer, pour finir le truc. Du coup tout est tombé un peu en même temps, du coup on s'est dit go, on fait tout. On fait tout là, ça s'est passé début d'année là.
Donc là c'est fini, la dernière salle a été mise à jour en juin. Et du coup là maintenant les 3 salles elles tournent sur leur nouvelle version. D'accord. Ok, donc c'est pas spécialement, enfin à part sur le côté compétitif, ça venait pas spécialement des utilisateurs, c'est plus Non, vous. C'est plus nous. Vous aviez observé des choses, enfin, Ouais, en le testant vous-même finalement, vous vous disiez ouais, bon ça c'est pas ouf. Ouais c'est ça. Ouais. Ok. Et surtout je te dis ça vient de cette problématique technique. Ouais. Qui fait dans tous les cas qu'on fasse, ouais, c'était l'opportunité finalement. Migrer le code sur d'autres trucs et du coup bah là tant qu'à faire go quoi. Ça c'est souvent dans des projets logiciels que moi j'ai pu intervenir parce que de toute façon il fallait faire une nouvelle version, une refonte parce que le code était plus maintenable, etc. Donc on se dit bon bah allez au passage on va moderniser l'interface et améliorer l'expérience utilisateur. Et c'est souvent comme ça quoi, que ça se passe. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok, vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.